Alors mes chers amis, bienvenue une autre fois chez moi. Nous en sommes aujourd'hui à la capsule 3 consacrée à la plume amoureuse. Et si je vous ai laissé entendre un extrait de l'opéra Carmen pour commencer, c'est que son côté espagnol, gitan, ensoleillé, ardent, bien ça convient tout à fait au premier roman que je vais vous présenter. Alors, il s'agit du roman de Yves Thériault, Les Commettants de Caridad, et qui est paru en 1961. Alors, toute l'intrigue va se passer dans un petit village isolé d'Espagne. Et puis, on pourrait dire que si Agacuc, que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, est une sorte d'épopée du Nord, eh bien ici, on aurait une sorte d'épopée du Sud. Alors, il y a de la chaleur, il y a de la couleur, il y a du désir un peu exacerbé, il y a des jeux dangereux, comme la corrida par exemple. Il y a des instincts de vie, mais aussi, pas loin, des instincts de mort. Alors, en ce qui concerne le phénomène amoureux, bien, je serais bien curieux de connaître votre opinion sur l'expression de l'amour chez Yves Thériault. Est-ce que vous allez aimer sa manière de présenter des amours naturels, fougueux, débordants de vitalité, ou allez-vous plutôt y trouver et réprouver certains comportements dominateurs des mâles? Alors, il faut comprendre que chez Thériault, selon ce que j'ai lu, eh bien, l'amour est mu par des forces instinctives, physiologiques, naturelles, pour ne pas dire animales. Ce sont des forces que nous avons tous, chacun, chacune, au fond de nous, et le désir et l'amour sont donc tapis en nos profondeurs. Alors, ce roman-là se construit principalement sur des récits que les hommes et les femmes se transmettent de mémoire. Le temps présent semble stable, arrêté, alors que les événements marquants, les épisodes importants, les sentiments je dirais, de feu et de flamme, se sont déroulés dans un passé proche, pas tellement lointain. Alors, ces fameux rapports amoureux, si on se concentre là-dessus, on va regarder un peu comment Thériault en parle. Alors, je laisse la parole à des hommes du village qui parlent évidemment des femmes. Certains vont dire des filles qui s'arrangent pour prendre leur content, avec des hommes comme nous, en attendant des princes charmants, des filles pas bêtes du tout, qui ont le souci de leur bien-être, et des femmes chez qui tout est large, le cœur étant la moindre des choses. Un autre dira, je le dis comme le disent les poètes, et bien que je ne sois pas poète, j'admire les fleurs, pas moins celles dont la tige est gracile et les boutons menus. Un autre, ma main est une aventurière qui n'a de cesse de jouer les Marco Polo au profond des dentelles. Enfin, un dernier dira, elle a remonté les genoux, et comme un ray de soleil, un rayon de soleil, n'a pas à dédaigner les pucelles plus que les autres, et qu'elle n'avait cure de cacher ses trésors, de cette conjoncture naquit une image fort aimable. La parole maintenant, je la donne à une femme, la veuve Inès, personnage important dans le roman. Elle parle entre autres d'un beau garçon, Héron, un peu le beau garçon du village, le mâle que toutes les femmes désirent. C'est un peu le Gigi Lamoroso, si vous voulez, de ce village-là. Alors, à propos de Héron, qui est pas loin comme prononciation de Héros, elle dit
Dans les bosquets, il offrait le paradis. En revanche, de son époux décédé, parce qu'elle est veuve, je vous l'ai dit, elle dit « La dolence de Fernando me privait de mon besoin. Voulez-vous que je mente et que je fasse la pierre froide qui ne ressent pas la caresse du vent? » À propos des hommes du village, en général, cette même Inès va dire « Les normaux, les hommes normaux, qui baisent au hasard des aventures, sainement, dignement, cul au nuage, et la fille grande ouverte sur la mousse, ceux-là, ne le nions pas, font simplement ce qui leur est prescrit dans les rites de la nature. » Et cette même Inès, il lui arrive de jouer de la guitare, elle a appris, et elle dit « Les hommes portent le bras en arceau au-dessus de la tête, cambrent le rein, et d'un coup de tête et d'un coup de talon péremptoire, provoquent les femelles comme autant de beaux étalons sur les coteaux verts. » Alors, je n'ai pas beaucoup parlé de l'intrigue, et en particulier de l'intrigue de l'épisode final. Sachez seulement cette chose. Il n'est pas bon de quitter son village pour les mirages, les artifices de la grande ville. Parce que Héron, c'est ce qu'il va faire. Puis quand il va revenir, il aura des idées, des mensonges qui vont venir troubler la vie courante du village et puis qui vont finalement ne mener qu'à la destruction, à des accidents et même aux blessures et à la mort. Alors, qu'est-ce que Yves Thériault nous apporte finalement? Bien, d'abord des histoires originales, parce que Thériault est un formidable conteur. Il nous apporte aussi des expressions étonnantes, une syntaxe parfois chaoteuse. Ces expressions, cette syntaxe qui semble sortir de l'autoroute officielle linguistique et aller fureter du côté des sentiers sinueux, mais toutefois pittoresques. Puis enfin, ben, il nous apporte, je vous en ai donné des extraits pour prouver, il nous apporte une conception de l'amour toute fraîche et vigoureuse, un désir amoureux très, très, très naturel et violent. On va passer à un deuxième roman. Le titre, c'est Un homme est une valse. C'est écrit par Pauline Harvey, publié en 1992. Mais juste avant de l'aborder, je dois vous solliciter votre attention particulière, parce que jusqu'ici, les romans que nous avons lus, que je vous ai présentés, ben, ils nous offrent des scènes d'amour ou même d'érotisme à l'occasion assez légers, n'est-ce pas? Ils sont relativement anodins en matière d'expression érotique et ils ne peuvent pas vraiment offenser qui que ce soit. Par contre, certains autres romans se lancent dans l'exposition de scènes crues et explicites. Vous vous souvenez de mon questionnement au tout début de la première capsule. Alors ici, c'est un roman où l'érotisme, l'amour, l'érotisme est plus assumé, c'est plus percutant. Alors c'est le cas de ce roman-là, comme je viens de vous le dire. Je parlerai aussi, je le signale en passant, de son style à Madame Harvey. J'ai cherché des adjectifs, j'ai pensé à surréaliste, j'ai pensé à hallucinant. J'ai retenu finalement un style virevoltant. C'est un style qui va dans tous les sens. Ce sont des idées et des mots qui tourbillonnent, qui passent d'un sujet à un autre. C'est une pensée sautillante, des paroles qui s'arrêtent ici, puis repartent pour aller là-bas. Une sorte d'objet pyrotechnique qui déflagre en plein ciel et puis qui vole dans tous les sens. Maintenant, quelques citations, n'est-ce pas, pour donner le ton du récit, toujours en rapport avec le phénomène amoureux. Alors, nous avons ici
Le personnage principal, le je, c'est une femme. Et puis elle écrit à un amant qui se trouve momentanément à Paris. Alors, à travers quelques lettres, voici ce qu'elle lui dit. Et avec vous, je ne pense qu'à baiser. Et si je vous écris, c'est parce que je vous désire sexuellement et non pour une autre raison. Ou bien, autre lettre, êtes-vous capable de vous fâcher si je n'écris que pour vous embrasser? Il me semble que tout le temps que nous avons passé ensemble, vous n'avez fait que m'embrasser et m'exciter sexuellement. Ou encore, dès qu'on parle de sexualité, tout le monde est toujours très étonné, parfois violemment. Mes amis me regardent comme si j'étais une sorte de bête indécente, un taureau, une brute. Ils croient que je vais rater l'amour et que si je baise avec vous, ce sera la tragédie. Et puis, à un moment donné, ce n'est pas dans une lettre, mais c'est dans ses cogitations, elle nous dira, à nous lecteurs, un homme, ça sert à jouir. S'il y a des amants, leur nom est jouissance, sexualité. Un homme est une valse. Alors, on connaît ici le titre du roman. Un homme qu'on baise, si étrange ou si étrangère que nous paraisse sa vie, est toujours relié à nous par ce fait qu'on le baise. Elle dit finalement, il y a écrire et il y a les hommes, voilà les deux plaisirs de la vie. Alors je me suis demandé pourquoi ces passages d'un érotisme aussi engagé, aussi dur. Alors je vous propose une explication. Je pense que Mme Harvey a voulu montrer qu'une femme peut aussi avoir et peut aussi exprimer un désir physique intense, qu'une femme peut utiliser des expressions explicites, crues, frôlant parfois la vulgarité. Alors, à sa manière, question, serait-ce un roman féministe? Il faut se rappeler aussi que notre société a traversé, depuis qu'on s'est parlé, dans les autres romans, elle a traversé les années 60-70, libération sexuelle entre autres, libération de la parole, libération de la sexualité, je viens de le dire. Alors il est donc conséquent que les artistes, comme Mme Harvey, reflètent cette évolution de nos mœurs. Un troisième roman que je vous amène maintenant, il est de Marie Laberge, que vous connaissez bien, et le titre de ce roman-là, c'est Juillet, et il est paru en 1993. C'est un roman plus conventionnel, plus, moins audacieux, prenons ça comme ça. Je l'ai retenu cependant à cause du style, d'abord très fluide, qui est empreint d'une certaine majesté. Puis, je l'ai retenu aussi parce qu'il est construit sur une intrigue moins conventionnelle. Car Mme Laberge nous raconte un amour transgressif. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, nous sommes à la campagne. On va retrouver là Simon, qui est un homme de 62 ou 3 ans. Il y a aussi sa femme, Charlotte, qui est du même âge, donc deux personnes dans la soixantaine. Et puis arrive à cette maison de campagne leur fils, David, et leur bru, Catherine. Or, depuis assez longtemps, Simon, 60 et quelques, éprouve du désir pour cette femme qui arrive, Catherine, la femme de son fils. Alors je cite, Simon se dit qu'il essaierait de ne pas la désirer seulement. Il se dit qu'il était peut-être temps de cesser de se mentir. Cette fête, la fête c'est qu'on vient fêter l'anniversaire de Charlotte, l'épouse de Simon. Alors cette fête, il l'avait élaborée pour se trouver seul, ne fût-ce que 30 minutes avec Catherine.
Alors Simon, à un moment, il s'adresse à Catherine, et puis là, on va constater que elle aussi, elle est aux prises avec cet amour interdit. Elle aussi, elle aura du désir. Je cite. Êtes-vous fatiguée, Catherine? Cette façon de dire son nom comme une incantation, une mélodie. Son nom est tellement beau quand lui le dit. Elle a un sanglot. Sa douceur, peut-être? Cette impossible douceur qu'il manifeste pour elle. Ils sont là, muets de part et d'autre du moustiquaire, cloîtrés par le désir. Simon, un peu plus tard dans la journée, a des pensées à l'égard de Catherine. Il dit, il ferait l'amour à cette femme chaude et douce, il lui ferait l'amour jusqu'à se perdre et à couler corps et biens au fond de sa chair dorée et pleine, jusqu'à la déliquescence de son être. Toujours dans la même journée, à un moment donné, dans la cuisine, Catherine prépare un dessert. Et puis elle offre à Simon un fruit qu'elle tient entre les doigts. Simon s'approche, je cite le texte, Simon s'approche et sans y penser, sans préméditation, il se penche et prend la framboise avec sa bouche. En fermant les lèvres sur le fruit et sur les doigts, il reçoit presque une décharge électrique. Catherine, elle, tangue un peu, plie, vacille sous le baiser, le corps entier réfugié dans son poignet, dans l'effleurement de ses lèvres. Elle étreint sa main à lui, la serre d'un coup, pénétrée de désir, accrochée, rivée à cette caresse, à cette bouche qui s'ouvre sur sa peau. Finalement, plus tard dans la journée, je termine avec cela, plus tard dans la journée, à la rivière, Catherine se baigne, nue. Au sortir de l'eau, elle expose involontairement ses seins sous le t-shirt mouillé. Simon s'approche d'elle, tout grave soudain, et lui dit tout bas, « Je te désire, Catherine. » Elle le regarde sans détour, moi aussi, et elle part à toutes jambes. Alors, cette attirance, est-ce qu'elle va aboutir à la félicité? Est-ce qu'elle va aboutir plutôt à un grand malheur? Je vais vous laisser découvrir. Les amours retenus vont-elles éclore et s'épanouir comme les roses que cultive amoureusement Simon? Alors prenez donc le temps de lire ce roman-là. Je termine avec ce quatrième roman. Il est de Madame Louise Dupré. Le titre, c'est La Mémoria et il est paru en 1993. Ce roman-là, c'est une belle écriture poétique. C'est une écriture qui accorde beaucoup de place aux images, aux figures de style, au rapprochement inattendu des idées et des sensations. Un discours où les mots somptueux abondent, où les propos de la narratrice voltigent, où les temps se mêlent, où surgissent parfois des hallucinations. C'est un roman écrit au je, et ce je se prénomme Emma. Alors, Emma, dans un premier temps du roman, elle est en situation de rupture amoureuse et elle peine à s'extirper de cette rupture. Il lui reste toujours comme un poids en elle. Elle dit, je cite, « Dans ma gorge, la boule dure. Elle est venue avec le mot « oublié ». Cet aveu m'avait rejeté dans un espace informe, un trou sans fond. Un mois seulement, auparavant, et tu me manquais jusqu'au vertige. Mais tu revenais, amoureux, et la chambre s'illuminait de nouveau. Nous serions toujours ensemble, c'est ce que tu disais, et je te croyais. Alors il faut dire que Emma, de ce roman-ci, tout comme l'héroïne de Flaubert, avait espéré une vie
romantique, une vie qu'elle avait idéalisée. Elle se disait: quand je serai grande, je vivrai une vie de passion, à l'exemple des héroïnes de romans. Toute l'existence contenue dans le verbe aimer, voix active, voix passive. Au moment de ma mort, je demanderai qu'on inscrive sur mes paupières le mot amour. Puis, dans un deuxième temps, Emma amorce une liaison avec un certain Vincent. Vincent répond futur et espoir. Le parc retrouve ses coloris. Un oiseau passe au-dessus de ma tête. Je vois le bleu, l'oiseau bleu des présages. Seule l'imagination peut contrer l'effritement. Il trouve ma main, encore une fois, cette chaleur. Mon corps se rappelle. Les nuits au présent, les belles fatigues, les chuchotements. Je baisse les paupières, je dis oui. Et quand il y aura, avec le temps, rencontre charnelle, eh bien les gestes amoureux, érotiques, seront francs, exhibés, mais toujours délicats. Emma nous parle encore. Ses doigts sur mes seins, sur mon ventre, il me lèche. Nous nous apprivoisons lentement cette vérité neuve. D'autres mains que les tiennes, allusion à celui qui l'a quitté, d'autres mains que les tiennes s'enfoncent dans ma chair, des doigts larges, patients, qui luttent contre ta présence. Je me laisse dévaster, incapable de réagir. Nous avons la nuit. Elle vient vers nous avec sa bonté. Elle m'écartera les bras, elle m'écartera les jambes. Vincent s'enfoncera dans mon ventre et je le reconnaîtrai parmi tous les hommes. Nous ne ferons qu'une seule chair, nous crierons d'un seul cri. En fait, dans ce roman-là, vous avez vu deux étapes, si vous voulez, de l'amour, deux phases. On avait commencé par la rupture. Alors, il y a toute une série d'épisodes, de chapitres qui nous parlent justement de l'état de rupture chez une personne. Et puis ensuite, il y a la deuxième phase où Emma retrouve, je dirais, la sérénité, le bonheur de vivre. Et puis, il y a quelque chose qui arrive aussi à Emma, c'est qu'à la toute fin, il y a un élément qui s'ajoute, que je ne dévoilerai pas, mais qui a trait, comme elle dit, à la cité des anges. Et la cité des anges, c'est Los Angeles, Californie. Alors, je me permets de vous le dire, lisez ce roman-là, il ne vous décevra pas. Alors, merci de votre attention pour cette capsule 3, un petit peu longue. Dans la 4, nous allons finir avec d'autres romans, mais cette fois-ci très proches de nous, c'est-à-dire à partir des années 2000. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.